nécessité de lutter contre toutes les répressions, la nécessité de se rassembler comme vous le faites aujourd'hui pour dire à ce peuple kanak qui est debout, qui est digne, qui défend ses droits, sa liberté, qui défend son droit à l'indépendance. On parle à nouveau de l'honneur de la gendarmerie, de l'honneur de l'institution militaire, de l'honneur de la France. Nous disons calmement, dans un rassemblement comme celui-ci, en solidarité avec le peuple kanak, c'est l'honneur du peuple français que nous défendons. C'est l'honneur de nos concitoyens de rappeler ici à Charonne, en cet endroit symbolique qui a marqué une étape importante de la lutte du peuple français contre la guerre d'Algérie, nous rappelons au peuple français ses responsabilités et nous lui disons « Nous ne voulons pas de la guerre coloniale en Nouvelle-Calédonie, nous voulons l'amitié avec le peuple kanak ». Je dirais très calmement, si je voulais reprendre ce qu'a dit Yewene il y a quelques jours à la télévision, dans un message pathétique, où il demandait au peuple français d'excuser la mort des gendarmes français. Quelle est la voix qui s'élèvera de ce peuple français? Quel est le responsable politique qui osera demander excuse et pardon au peuple kanak pour toutes les violations de droits qui lui ont été faites depuis toujours? Il est temps de trouver le chemin du dialogue avec le peuple kanak. Les Vietnamiens ont gagné, les Algériens, les frères ont gagné, et le peuple kanak, malgré les morts d'aujourd'hui, aura la victoire. Ça sera la Kanaki indépendante et socialiste. Où 20 ou 19 combattants de la liberté viennent rejoindre ceux qui sont déjà tombés pour la libération de Kanaki. Nous pensons à Ataï, à Noël, à Pierre Declercq, à Éloi Majoro et Marcel Noraro, à Célestin Zango, pour ne citer que, et maintenant à Alphonse Dianou, à Venceslas Lavellois, à Vincent Daoumé et les autres qu'on n'a pas pu encore identifier. Pour conclure, nous demandons à tout le monde d'être vigilant pour les semaines qui viennent. Il ne suffit pas d'élire encore une fois un président de gauche pour dire que la Nouvelle-Calédonie sera indépendante. Mitterrand, n'oublie pas l'Algérie, il est fini, le temps des colonies. Libérez, libérez, les Kanaks emprisonnés. Libérez, libérez, les Kanaks emprisonnés. Hey, moi, Rachoro, Toko Bako, Kibu. Hey, moi, Rachoro, Toko Bako, Kibu. Troupe française, hors de Kanaki. Troupe française, hors de Kanaki. Hier l'Algérie, au nom du Kanaki. Il est fini, le temps des colonies. Participer à la lutte pour l'indépendance du peuple algérien. Je voudrais dire que c'est avec beaucoup d'émotion que près de 30 ans après, nous revenons dans les rues de Paris. Et demain, le peuple calédonien, le peuple kanak sera également libre. Nous nous battrons pour connaître toute la vérité sur le massacre terrible, honteux, qui a eu lieu dans ce pays. Vous avez entendu tout à l'heure Jean-Jacques de Félis qui, au départ de la manifestation, a pris la parole devant vous. Ce que je voudrais vous dire très simplement, c'est ceci. Le bureau de la Ligue des droits de l'homme vient de se réunir et il a décidé
d'entamer le processus pour répondre à la demande qui vient de nombreuses associations et qui vient de vous tous, de telle manière qu'une commission d'enquête indépendante soit constituée qui pousse jusqu'au bout l'enquête sur les conditions dans lesquelles 19 Kanaks et 2 militaires français ont été tués à Ouvéa. Parce que chez nous, quand quelqu'un part, quand quelqu'un s'en va, et surtout de la façon dont les camarades sont partis, il y a toujours une chanson qu'on chante pour eux. Alors, excusez-nous, avec les voix cassées que nous avons, mais nous tenons à faire comme dans la mesure où on a interdit aux familles de nos camarades de se rendre à Ouvéa, leur rendre cet hommage ici, parmi vous frères. J'ai la hana à ta Alors donc à quelle occasion vous vous êtes retrouvé en Nouvelle-Calédonie? Comment vous avez été amené à connaître ce peuple kanak? Là, il faudrait peut-être beaucoup de temps pour raconter, je ne voudrais pas être trop long, mais j'avais défendu en 1967 Régis Debray qui était détenu en Bolivie. J'avais fait pendant toute la guerre d'Algérie un certain nombre de défenses, y compris celle de Ben Bella et de ses compatriotes du FLN. J'avais assuré toute une série de défenses importantes dans des affaires d'insoumission, de désertion ou de protestation contre les injustices, et ces affaires avaient fait quelques bruits. Et il se trouve que Nidosh Neslin, qui avait fait ses études en France à cette époque-là, avait entendu parler de moi, et lorsqu'il a été arrêté à Nouméa, dans le cadre de l'affaire dite du tract, puisque avec ses camarades il avait rédigé un tract antiraciste simplement, et il l'avait fait distribuer dans les rues de Nouméa en 1969, et tout à coup il a été envoyé en prison, et il se souvenait de mon prénom. Alors il a envoyé un télégramme à cette femme remarquable qui s'était occupée de lui pendant toutes ses études, qu'il avait hébergée, Madame Weben à Montmorency. Et je suis né à Montmorency, donc il y avait des liens entre nos familles. Et il lui a dit alertez Maître Jean-Jacques, avocat de Régis Debray, car je voudrais qu'il me défende. Et à ce moment-là, Madame Weben a cherché à comprendre ce qui était ce Maître Jean-Jacques, et elle m'a facilement retrouvé, reconnu. Elle m'a averti et elle m'a demandé de défendre Nidosh Neslin. À ce moment-là, je ne savais plus très bien, ou je n'avais pas une connaissance très précise de la Nouvelle-Calédonie. Je ne savais pas que c'était à 20 000 km, donc l'endroit où je pourrais être amené à plaider le plus éloigné de chez moi. J'ai reçu des lettres du père de Neslin, des appels angoissés de ce peuple kanak très solidaire de Nidosh, qui était le fils du grand chef de Maré. Nidosh Neslin est arrivé en septembre 61, et puis il a été allé au lycée de Montmorency comme Haguet. Et nous avons fait connaissance, et c'était très bien, parce que quand ils ont été deux, c'était beaucoup plus facile, pour eux en tout cas, et pour moi aussi. Ça, c'est un chant de marée.
Alors Nidoïch, lui, il a aussi passé son bachot, et ensuite, parce que nous nous entendions bien avec son père qui pouvait continuer de l'entretenir à Paris, il est entré à la Sorbonne et il a fait des études de sciences humaines et économie. Et il a eu la licence, il a eu la maîtrise et il préparait le doctorat quand il était rentré là-bas et qu'il a été emprisonné pendant 6 mois. En 68, donc, il était étudiant ici à Paris, à la Sorbonne. Est-ce qu'il a tout de suite manifesté de l'intérêt pour ces mouvements étudiants qui se sont passés à Paris? Très vivement. Et il était à la Sorbonne et il y a vraiment participé. J'en étais très inquiète parce que je craignais qu'il lui arrive quelque chose. Mais il m'a dit, je ne peux pas me désolidariser de mes camarades, je retourne à Paris. Et il a vécu 68 à Paris. Et quand il est retourné en 69 à Nouméa, on le considérait comme un contestataire, on avait très peur de lui, c'est pour ça qu'il a été arrêté. La première fois qu'il a été arrêté, c'était en 69. Parce qu'on avait peur de lui. Comme de tous les jeunes ici. Mais il était déjà très mûr, puisqu'il était plus âgé que ses camarades. Il portait surtout un intérêt au point de vue social. Je pense qu'il a transposé ça aussi sur le plan kanak quand il est rentré là-bas, parce qu'il s'est beaucoup occupé de la jeunesse tout de suite. En somme, ce qu'il avait fait arrêter en 69, c'était le fameux tract qui avait été écrit, non pas par lui, mais par Fod Trolu. Et c'était un tract en langue de Maré. Et à Nouméa, ça a fait très mauvaise impression, parce qu'évidemment que les Blancs ne pouvaient pas le lire. Nidoïch Neslin et ses camarades avaient rédigé des tracts antiracistes. Un tract d'abord avec une partie en français et puis une partie en langue vernaculaire, c'est-à-dire que le peuple kanak ayant pour s'exprimer utilisant plusieurs langages différents, le tract était traduit et sur la même page ou sur la page de verso en différentes langues. C'était un tract assez simple dénonçant l'injustice que représentait pour des Kanaks le fait d'être entré dans un restaurant et d'avoir vu qu'on ne les servait pas, que visiblement le patron du restaurant servait avant eux des Européens qui étaient arrivés bien après. C'était un fait banal de racisme dénoncé, mais dénoncé dans un langage assez vif. Et c'était la première fois qu'un tract était rédigé par des Kanaks, était distribué dans les rues de Nouméa, et ça a provoqué l'effet d'une bombe, parce que les Blancs tout-puissants là-bas, détenteurs de tous les pouvoirs, ont eu le sentiment que c'était aussi grave que des actes de violence qui viendraient perturber l'ordre social. Et puis alors, la justice disait c'est un tract qui est rédigé en langue vernaculaire, en langue du pays. Donc c'est interdit. Il était interdit de rédiger un document, j'ai découvert ça avec stupeur, il était interdit de rédiger un tract dans la langue du pays. Il a été emprisonné à Nouméa et son père m'a envoyé un télégramme que j'ai là, me demandant un avocat de métropole pour le défendre. C'est comme ça que j'ai contacté Maître de Félis, qui était en vacances d'ailleurs, puisque c'était en été, et qui a bien voulu partir tout de suite à Nouméa, ne connaissant rien non plus à la Nouvelle-Calédonie ni au Kanak, mais il a vite été renseigné là-bas. Je peux vous lire ce télégramme? Oui, si, Alors, il date de 3 septembre 69. Oui, 69, je dis bien. C'était M. Neslin, le grand chef, qui me télégraphiait « Nidoïch, gravement blessé, hospitalisé par gendarmerie et policier Nouméa et même armé. Stop. Vous prie prévenir ami
Monsieur Ray, Premier ministre Chaban-Delmas, stop. Alors j'ai naturellement cherché, j'ai répondu et il m'a télégraphié le 6, reçu votre télégramme, mon fils toujours enfermé à l'hôpital, surveillé par 2 policiers, je proteste auprès du haut-commissaire et du gouvernement métropole, Nidoïch traité comme dangereux criminel. Et lorsque j'ai été appelé, j'ai commencé par préparer ce voyage en envoyant un télégramme au juge, lequel juge m'a répondu par un télégramme m'interdisant de venir et me disant en clair votre travail n'est pas possible en Nouvelle-Calédonie, l'avocat n'intervient qu'au moment de l'audience de jugement, l'instruction est totalement secrète et sans avocat. J'étais déjà heurté, scandalisé qu'on puisse dire à un avocat que sa présence n'était pas utile lors de l'instruction, c'est-à-dire au moment le plus important pour la préparation d'un dossier. Et je me suis adressé au garde des Sceaux de l'époque, qui était M. René Pleven. Je lui ai dit mon indignation devant ces procédés d'un juge colonial qui m'interdisait de venir, lui-même qui était ministre, qui avait été ministre du général de Gaulle et qui voulait être fidèle à une certaine image de la France des droits de l'homme, m'a dit je vous soutiendrai. Il a envoyé des télégrammes à Nouméa, il a même téléphoné à Nouméa pour dire que je devais pouvoir exercer mon métier librement. Et à partir de là, s'est déclenché dans la justice coloniale de là-bas une espèce de mouvement de curiosité et en même temps de panique devant l'arrivée d'un avocat parisien, puisque bien sûr à peu près jamais un avocat français n'était venu plaider là-bas. Alors quand je suis arrivé, j'étais doté de cet appui du ministre de la Justice français qui a semé quelques inquiétudes dans les rangs des magistrats locaux qui étaient totalement dépendant du haut-commissaire, totalement indépendant du pouvoir politique, et je dirais même du pouvoir local, du pouvoir blanc, du pouvoir économique. Tout ceci n'a rien de nouveau ni d'original. Dans une situation coloniale, la justice n'est absolument pas libre, elle est totalement liée à la puissance locale. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'étais pour la justice un peu l'envoyé du ministre et on s'est empressé de libérer ces jeunes, ce qui m'a donné dans le peuple kanak l'image d'un avocat non seulement providentiel mais tout puissant. Je venais pour libérer un homme, j'en libérais 20. Alors la perfidie ou l'hypocrisie de la répression locale a été de retourner contre mes clients kanaks des textes français qui interdisent le racisme. C'est-à-dire que comme les tracts disaient tout ce qui nous arrive est la faute des Blancs, eh bien les juges locaux disaient mais vous, Kanak, vous êtes des racistes, donc on va vous condamner en vertu de la loi antiraciste, puisque vous marquez du doigt une ethnie, vous montrez du doigt un groupe uniquement par sa couleur de peau, donc vous êtes des racistes, on va vous condamner. Alors on partait vers des condamnations à 6 mois, 12 mois de prison. Tous les procès que j'ai plaidés à l'époque ont été des procès fabuleux, parce que devant des juges qui, pour certains, disaient que les théories d'Hitler n'étaient pas négligeables, qu'il était bon de comprendre que le blanc avait une mission et que les Kanaks, qui étaient des pauvres sauvages, n'avaient qu'à apprendre cette leçon. Et au nom de l'antiracisme, on les voyait condamnés, alors évidemment avec toute la vigueur que peut représenter celle d'un juge colonial et colonialiste, et quelquefois plus paternaliste que colonialiste. Car ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que on sentait chez beaucoup de Blancs l'idée que le Kanak est vraiment
un homme inférieur? Est-il même un homme? C'est un homme inférieur, c'est un enfant, il faut le conduire au milieu des difficultés de la vie, un peu comme disent les racistes, comme disaient les racistes d'Afrique du Sud. On ne peut pas laisser un enfant au milieu de la rue, au milieu de tous les dangers. Prenons la main du Kanak pour l'aider à traverser la rue dangereuse, et au nom de ce paternalisme, continuons à l'opprimer. Alors le tract, si vous voulez, le premier tract kanak a été ressenti comme un affront insupportable. Je me souviens, quand je suis arrivé là-bas, avoir vu ce déchaînement dans la presse locale, qui est le journal de Nouméa, entre les mains de la société Le Nickel, un journal dénonçant les méfaits de ce petit vaurien qui était Nidosh Naslin, ce ramassis de maoïstes que représentaient les jeunes Kanaks, et puis cet avocat que j'étais, défenseur bien connu du FLN algérien, attiré par la douceur du climat de Nouméa, venant, et à quel prix, déverser son discours idéologique contre nous qui avons fait la richesse de ce pays, et puis des tracts de style OAS, nous saurons nous défendre, nous saurons mettre la violence au service du droit, nous ne laisserons pas faire, nous ne nous laisserons pas faire, le drapeau français ne sera pas bafoué, et puis tous les slogans qui finalement font le drame de ces petits blancs qui croient à ce discours guerrier, militariste des autorités, et qui s'engagent dans des actions violentes. Alors c'était un peu la reproduction de l'OAS à Nouméa, les mêmes discours, les mêmes incompréhensions, et puis les mêmes refus de voir l'histoire évoluer comme elle ne pouvait pas ne pas évoluer, c'est-à-dire la libération des peuples colonisés. Donc une incompréhension totale, et la volonté que ces jeunes soient réprimés durement. Alors les peines étaient extraordinaires dans des procès qui ont succédé à l'affaire Nestlin. On avait des peines de 6 mois, 1 an de prison, tout simplement pour avoir exprimé de façon trop vive son sentiment. Je me souviens être allé une autre fois pour Nidosh Nestlin, qui avait injurié le sous-préfet, qui avait dit au sous-préfet l'homme qui est sous cet uniforme est un imbécile, 6 mois de prison ferme. Je crois qu'il avait employé des termes tout de même plus vifs. Et puis j'étais allé à 20 000 km pour plaider pour lui. Le tribunal s'était retiré, avait délibéré 10 minutes, avait confirmé une sentence à 6 mois. On retrouvait Nidosh en prison, et puis les autorités ne se rendaient pas compte que peu à peu se forgeait l'identité kanak à travers ces répressions qui n'étaient que la suite des précédentes. Il faut bien dire que l'atmosphère était terrible, parce que même dans l'hôtel où j'avais été installé, les regards étaient hostiles. Hôtel bien sûr tenu par un caldoche de là-bas. Au tribunal, l'atmosphère était terrible, presque de haine. Enfin, les confrères locaux étaient très furieux qu'un avocat métropolitain vienne dire un certain nombre de choses. Et puis alors l'ordre des avocats même n'existait pas, il n'y avait pas de bâtonnier, il n'y avait aucun respect des droits de la défense. Les choses ont changé peu à peu grâce aux efforts des uns et des autres, mais je me souviens que les droits de la défense étant continuellement violés, je cherchais appui sur le défenseur naturel des avocats, qui est le bâtonnier. Pas de bâtonnier. On me disait allez voir le procureur général, c'est-à-dire celui qui était mon contradicteur. Et puis l'avocat général me disait, lorsqu'il y avait une décision importante à prendre, moi je ne peux rien, allez voir le haut commissaire. Et finalement tous les pouvoirs, même
au niveau de la justice était entre les mains du haut-commissaire. Et puis alors dans la ville, l'hostilité était évidente. J'avoue que lorsque je reprenais l'avion pour rejoindre ma famille à Paris, j'étais assez satisfait. Mais enfin, c'est pas la première expérience de ce type. J'ai été souvent expulsé d'un pays de répression. Quel a été le thème de votre plaidoirie justement pour ce tract, puisqu'on accusait Nidoïch Neslin de racisme? Vous l'avez retourné comment? Toujours, comme je le fais dans ces situations, en disant au juge, vous devez appliquer la loi. Et la loi contient un certain nombre de principes qui sont des principes de liberté. Et on voit bien à travers les déclarations que la France a ratifiées, à travers la Déclaration universelle de 1948, à travers la Convention européenne des droits de l'homme, à travers la déclaration historique de 1789, qu'il y a des principes de liberté qui sont des principes constitutionnels de la France. Donc j'oblige, ou je voulais obliger, ou j'espérais obliger le juge à respecter sa propre loi. Et je lui disais à ce juge, vous êtes là pour appliquer la loi, et la loi permet l'expression des idées, et la loi revendique pour chacun, et en particulier pour celui qui se sait et qui se sent opprimé, le droit de résister à l'oppression. Donc vous devez appliquer cette loi. Et le peuple kanak m'entendait tellement qu'il prenait, bien sûr, dans l'exemple qui était celui du procès lui-même, il prenait dans mes paroles le sentiment que le peuple français ne pouvait que comprendre cette lutte contre l'oppression. Donc peu à peu, même au travers de répressions imbéciles, le peuple kanak savait que très profondément, et c'est tout au moins un espoir que j'exprimais, le peuple français comprendrait et approuverait la lutte du peuple kanak, serait fraternel auprès du peuple kanak, mais l'histoire n'a pas toujours démontré cela. Ce qui était pour moi le grand réconfort, c'était l'affection du peuple kanak, l'affection de ses familles, tout ce qui était donné sans être toujours dit, mais qui était très profond. L'attitude également, ce qui était un réconfort pour moi, la dignité extraordinaire des vieux, la dignité des femmes qui voyaient avec fierté leurs enfants non pas affronter l'ennemi, mais se tenir debout, alors que les pères avaient si souvent été courbés. Souvenez-vous, quelques années avant, le kanak, au son du canon le soir, devait rentrer dans sa case à 6 heures. Plus un kanak ne devait être dans les rues. Pas de droit de vote pour le kanak, aucune possibilité d'évolution, pas d'école, pas d'examen, quasiment rien. Le kanak était un objet. Et le kanak, et c'était en liaison avec beaucoup de mouvements dans le monde, le kanak relevait la tête. Alors c'était cette fierté que l'on sentait chez les vieux, chez les mères, dans cette communauté kanak qui est très solidaire, qui vit intensément et de façon collective un événement qui n'est pas un événement individuel, mais qui est un événement du peuple entier. Alors, tellement de choses m'ont étonné à l'époque. La première visite en prison, un directeur qui avait été alerté et qui me servait la bière et qui m'avait apporté devant moi de quoi être tout à fait à l'aise. Je me souviens même un ventilateur, parce que jamais je n'avais vu dans une prison un directeur
autant aux petits soins devant l'avocat qui venait de Paris. Mais tout ça parce qu'il y avait eu la rumeur, il y avait eu les appels du ministre disant que cet avocat devait pouvoir faire son métier. Et puis, stupeur, j'ai vu des gardiens se prosterner devant mon client. Se prosterner devant mon client tout simplement parce que c'était des gardiens, des hommes de l'administration pénitentiaire qui appartenaient à la tribu de mon client. Alors c'était le fils du grand chef, et devant le fils du grand chef on se prosterne. Alors j'avais cette contradiction d'une culture qui paraissait respectueuse des hiérarchies, et moi j'aurais voulu qu'on se libère de toutes les hiérarchies, et puis en même temps je sentais que cet enracinement dans la tradition kanak était une force extraordinaire. Puis j'ai appris à l'époque que ces mêmes gardiens faisaient entrer dans la prison, et par des passages secrets, des herbes qui avaient été mâchées et qui avaient été imbibées de la saveur du pays de Marais, que des sorciers peut-être avaient eux-mêmes préparé pour qu'elle donne force à mon client. Je voyais apparaître toute une série de dimensions tout à fait passionnantes, toutes les traditions que j'avais essayé de comprendre à travers la lecture, en particulier des textes magnifiques de Maurice Lénard. Enfin, j'avais essayé avant de partir de comprendre ce qu'était le peuple kanak, ce qu'était sa force, ce qu'était le symbole de la case, ce qu'était le symbole de la poutre maîtresse, du souffle de vie, du corps social représenté par le chef, non pas le chef tout-puissant, mais le chef symbole de l'unité du groupe. Alors je sentais bien que je ne défendais pas Nidosh Neslin en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que homme abandonné des siens et réprimé, mais je défendais tout un peuple. Et peu à peu, je me ressentais, et le peuple kanak me ressentait comme avocat de tout le groupe humain qui voulait se libérer. Alors, à travers cette précaution du directeur de la prison, à travers cette inquiétude des juges, et on voyait bien que cette inquiétude des juges était liée à une certaine pression du gouvernement français. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même lorsqu'un ordre libéral émane de l'autorité politique en France, eh bien, elle se heurte là-bas à l'incompréhension, à la volonté des puissants locaux de rejeter tout ce qui peut venir de la métropole lorsque ce qui vient de la métropole est dans un sens progressiste ou libéral. Alors c'est toutes ces contradictions qui m'ont permis de mieux comprendre la lutte du peuple kanak, et je n'ai pu que m'émerveiller au fil des ans et au fil des années qui ont suivi devant cette prise de conscience, devant cette force du peuple kanak qui a peu à peu compris qu'il fallait lutter pour aller jusqu'à l'indépendance.
Alors lorsque ce peuple se déchire, comme ça s'est passé dernièrement, donc un autre drame à Uvea, vous aviez connu Djumbeli Wea, ça doit quand même vous choquer par rapport à la confiance que vous mettez dans ce peuple. Choquer est un mot faible, ça me bouleverse parce que ce sont des hommes que j'ai bien connus les uns et les autres qui se sont entretués. Sont-ils victimes de leur propre histoire ou de notre histoire commune avec eux, ce serait difficile à dire, mais quand on a connu des hommes en prison, comme j'ai connu Wea Djoubeli, et je suis allé le chercher à la sortie de sa prison à Fleury-Mérogis, et je me souviens de son discours lorsqu'il est sorti, de cette conviction qu'il avait qu'il fallait que le peuple kanak maintienne son esprit de lutte pour l'indépendance. Et quand je vois que ce même homme ensuite, quelques mois après, à la suite d'incompréhension, de refus de comprendre certaines situations, en est allé jusqu'à tuer celui qui était un des meilleurs d'entre eux, on voit bien que les hommes ne sont pas grand-chose lorsqu'ils sont ballottés comme des bouchons sur un océan déchaîné. Qui est responsable? Les Kanaks cherchent entre eux les responsabilités et ils devraient dépasser cette période avec retrouver la sérénité. Et puis le peuple français ne devrait pas oublier qu'il est responsable aussi de ce qui s'est passé. Le drame d'Uvea, c'est symboliquement un drame dont chaque Français devrait se sentir responsable. Mais je crois que on ne reverra plus, là je le dis avec optimisme peut-être, mais avec conviction, on ne reverra plus des situations de ce type, parce que l'opinion publique nationale comme l'opinion publique internationale est de plus en plus amenée à comprendre des situations comme celle du peuple kanak. Le peuple kanak, encore une fois, je le répète très, très calmement, est aujourd'hui un peuple debout. À l'initiative de Kanaki Solidarité Paris et de l'association Information et Soutien du peuple kanak, nous avons voulu marquer notre solidarité avec le peuple kanak en cette date du 4 mai, qui est une date douloureuse pour la Kanaki, puisqu'il y a 3 ans maintenant, 19 Kanaks tombaient dans la grotte d'Uvea, à Uvea, le 5 mai. Puis un an plus tard, c'est Jean-Marie Tshimbaou et Yewene qui disparaissaient à leur tour. Et nous sommes venus pour commémorer leur mémoire et pour rappeler notre indéfectible soutien à la cause du peuple kanak et à sa lutte pour l'indépendance de Kanaki. Vous vous souvenez certainement de ce rassemblement que nous avions organisé à Charonne au moment d'Uvea, et de cette foule de Parisiens qui étaient venus nous rejoindre pour dénoncer le colonialisme et pour affirmer la solidarité nécessaire avec le peuple kanak qui venait d'être blessé. Nous ne pensions pas que ces 19 morts allaient être les derniers, mais nous avons été blessés encore l'année suivante. Et je pense à tous ces morts et je pense à ceux-là
qui les ont précédés également. Je pense à De Clercq, je pense à Machoro, à Nonaro, à beaucoup d'autres. Et Alban avait raison de dire que la lutte du peuple kanak pouvait peut-être à remonter aux années 80. Permettez-moi de les faire remonter à plus loin encore, aux années 69, où Nidosh Neslin et ses amis, il y avait parmi eux Yewene, il y avait parmi eux des amis qui sont maintenant en responsabilité au pays kanak et qui distribuaient à Nouméa, qui avaient eu l'audace de distribuer à Nouméa en 1969 un tract antiraciste. Et de là étaient nés un certain nombre de mouvements et de répressions qui ont suivi ces mouvements, qui ont fait que grâce à ces luttes, le peuple français a connu le peuple kanak. Il faut toujours réaffirmer la solidarité nécessaire avec le peuple kanak, car il en a besoin. Depuis 69, enfin, nous essayons, un peu dans le maquis politique français, dans toutes les difficultés que vous imaginez, chaque groupuscule, parti, syndicat français ayant une forte exigence d'identité personnelle, un fort égoïsme de parti, eh bien il est difficile de mettre ensemble des groupes, des partis opposés en métropole en leur disant mais aidez le peuple kanak. Mais on a constamment essayé de mobiliser l'opinion publique avec des conférences, des réunions, des communiqués, des manifestations de rue également au moment des événements importants de la vie du peuple kanak pour essayer d'unifier la solidarité avec le peuple kanak. Mais enfin, il y a beaucoup de difficultés que vous imaginez. Chacun a tendance ici en France à s'occuper surtout de son propre problème politique, de la nécessité d'appuyer le gouvernement ou de le combattre, en oubliant que ce que demande le peuple kanak, c'est une solidarité très large, et peu lui importe que l'on soit de telle ou telle tendance, de tel ou tel groupe, si on se manifeste en solidarité avec lui, peuple kanak. Le colonisé a très vite compris que le peuple français était double. D'une part, c'était le peuple dominateur, c'était le peuple qui avait profité d'une situation et qui maintenait des privilèges insupportables, et puis d'autre part c'était le peuple qui avait dit un certain nombre de choses sur les droits de l'homme, sur la nécessité de combattre pour la dignité collective et individuelle. C'est cette dualité qui était intéressante. La France a toujours été un grand pays et elle a toujours parlé de liberté. Et c'est même dans sa devise, liberté, égalité, fraternité. Mais ce qui nous choque aussi, c'est que la France parle beaucoup de liberté. Mais quand on regarde l'histoire des colonies, en Algérie, en Indochine et en Calédonie, je pense que la France, elle fait tout le contraire de ce qu'elle dit. Elle se dit qu'elle est la grande pays de liberté, le pays des droits de l'homme, qu'elle reconnaît dans sa constitution. Mais je crois que sur le terrain, en réalité, c'est tout le contraire. Le siècle des Lumières a été aussi le siècle de l'esclavage. C'est au moment où les philosophes français ou les juristes français affirmaient les droits de l'homme que sévissait la pire oppression, en particulier au niveau de cette tragédie qui a été pour l'Afrique la traite des Noirs. Et il y a toujours cette contradiction dans la République, et en particulier dans la Troisième République. Nous sommes un peuple libre, nous sommes un peuple responsable de la diffusion des droits de l'homme, mais en même temps, par une espèce de suffisance qui est bien connue chez les Européens, une volonté de puissance, une volonté d'expansion économique, une volonté de puissance militaire, en fait un orgueil démesuré
du blanc par rapport aux autres peuples, toujours l'idée que si nous colonisons, c'est pour le bien des populations, nous apportons un message de liberté, donc les peuples que nous colonisons doivent nous en être reconnaissants. C'était un message, c'était un langage hypocrite, scandaleux. Comme juriste, comme non-violent, j'étais révolté par les injustices subies par ces peuples. Et je ne vous rappelle pas tous les textes de l'ONU sur la fin nécessaire du colonialisme. Je ne vous rappelle que pour mémoire la guerre d'Algérie. Je ne vous rappelle que pour mémoire les indépendances octroyées ou arrachées dans de nombreux pays africains ou ailleurs. Et pourquoi, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, y a-t-il encore ce maintien d'un colonialisme désuet parce que des intérêts nombreux restent présents, parce qu'une certaine politique de la France voudrait que de grande puissance qu'elle se voulait, la France reste une moyenne puissance avec des positions disséminées, avec des armements qui veulent qu'ils soient expérimentés dans le Pacifique. Et on voit bien par la réaction de tous ces pays du Pacifique que la France des droits de l'homme, que la France des libertés n'est pas reconnue comme étant la même que celle qui n'est pas capable d'accorder l'indépendance, d'octroyer non pas, mais de dire au peuple kanak comme au peuple polynésien, vous êtes des peuples libres et c'est au nom de nos propres valeurs que vous vous êtes souvent battus. Alors combien de fois j'ai eu ce dialogue avec des amis kanaks, mais enfin, respectez-nous, respectez notre droit à la dignité, notre droit à la justice. Et on me demandait, à moi avocat, de redire cela aux juges. Et les juges n'étaient pas capables de comprendre que cette aspiration à la dignité, à la liberté, était normale, naturelle. Alors ça m'a frappé à Nouméa, le mépris qui se manifestait par le questionnement des juges, par le tutoiement de mes clients, par l'impossibilité de ressentir ces inculpés comme des hommes et des hommes debout. Ça c'est aberrant, c'est attristant, c'est insupportable. Alors bien sûr c'est une pédagogie que l'on sent à ce moment-là nécessaire. Et le procès est une bonne pédagogie, parce que si le procès est mené dans une certaine dignité et par un discours qui est en même temps de respect de toutes les parties en présence, c'est-à-dire que alors que eux vous opposent le mépris, mon client et moi-même nous opposons le respect, nous expliquons. Et je me souviens de longues plaidoiries pour expliquer ce qu'était l'histoire de ce peuple, ce qu'étaient ses racines, ce qu'était sa tradition complètement ignorée des siens, puisque, comme vous le savez, toute l'histoire du peuple kanak était niée. Eh bien, toute cette histoire que l'on voulait faire commencer à 1853, date de la prise de possession, j'essayais de la reprendre, de la remonter, donc je faisais une pédagogie. Et mes clients eux-mêmes faisaient une pédagogie. Je me souviens de très longues explications de Nidosh Neslin et de tous ceux qui ont eu à comparaître par la suite, qui était un effort serein, méticuleux pour expliquer aux juges français qui venaient de 20 000 km que s'ils devaient appliquer les principes du droit français, ils devaient comprendre la lutte du peuple kanak. Et on arrivait à certains résultats. Je m'étais dit, il faudra bien qu'on forme des avocats kanak, qu'on forme des juges kanak. Vous savez qu'un de mes premiers clients a été le juge Trolu. Trolu était, avec Neslin, impliqué dans cette affaire de tract, et c'est le juge kanak, celui qui est le seul juge d'origine kanak actuellement en poste en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des évolutions, il y a eu des avocats qui, là-bas, ont courageusement pris la défense du peuple kanak, mais au prix de quel danger, au prix de quelle répression. Il a fallu que, ici même, avec François Roux, avec Alain Autan, avec Michel Tubiana, nous organisions des défenses collectives en soutien de cet avocat d'origine polynésienne
Gustave Théot, si souvent menacé et qui défendait les Kanaks. Et puis quelques avocats là-bas acceptent, mais c'était avec mille réticences de défendre des indépendantistes. Il faut bien comprendre que il y a 20 ans, défendre un Kanak était presque un crime de lèse-majesté, parce que c'était des hommes qui étaient par principe indéfendables, et dans la mesure où ils revendiquaient pour leur peuple dignité et respect des droits, ils étaient de dangereux criminels, ils étaient d'infâmes terroristes. Enfin, combien de fois ce mot de terroriste a été utilisé? Et là, il y a beaucoup à dire sur l'utilisation abusive de ces termes, parce que tant de terroristes qui ont gagné des batailles sont devenus chefs d'État qu'on aurait beaucoup à dire sur ces violences qui deviennent violences étatiques. Et pourquoi il y avait eu ces événements d'Ouvéa? Je peux vous le rappeler, c'est parce qu'il y avait la cohabitation, parce qu'il y avait les élections présidentielles, parce que c'était un problème d'ici qui tout à coup se répercutait là-bas. Il n'y aurait pas eu le massacre d'Ouvéa s'il n'y avait pas eu cette majorité fragile d'une partie de la France par rapport à une minorité qui était à quelques voix près minorité, si bien que l'élection se bâtissait sur des coups, se bâtissait sur la libération des otages, se bâtissait sur l'affaire d'Ouvéa, et le peuple kanak a été l'otage de nos difficultés d'ici. Et continuellement, chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave en Nouvelle-Calédonie, on sent que ce petit peuple est l'otage de notre incapacité à résoudre un problème colonial. Et je pense aux Algériens qui ont été massacrés à Sétif juste après la guerre. Il y avait un sentiment de révolte, non pas tant contre le colonisateur que contre le pays qui n'était pas reconnaissant. Là, si on se réfère également à l'expérience kanak, on s'aperçoit que c'est le peuple kanak qui est venu aux côtés du général de Gaulle et à son appel former le bataillon du Pacifique, c'est-à-dire lutter avec le général de Gaulle contre le nazisme, l'hitlérisme, et pour que la France soit libérée. Je suis devenu à ce moment-là, un peu pour le peuple kanak, à la fois celui qui libère et qui libère le fils du grand chef, ce qui, dans tout le contexte kanak, est extrêmement important. Et puis j'étais un peu l'envoyé du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, c'était une image extraordinaire pour le peuple kanak. C'était en même temps l'homme du discours de Brazzaville, c'était l'homme qui avait vaincu l'hitlérisme et le nazisme. Ce sont des images fortes pour un colonisé. Et donc, tout naturellement, j'étais envoyé là par le général de Gaulle, dans l'esprit du peuple kanak, pour payer cette dette de reconnaissance. Alors, de là est née à l'époque, et je me souviens des vieux qui m'ont accueilli, et des discours qui m'ont été faits, et des chants et des danses qui jalonnaient ce parcours vers le tribunal, au moment des audiences, avant les audiences, ces chants très, très joyeux lorsqu'il y avait des libertés, et puis ces chants de tristesse et ces mouvements qui étaient ressentis dans tout le groupe kanak lorsque des répressions se manifestaient, parce qu'ensuite, bien sûr, je suis retourné souvent et pour plaider pour d'autres militants kanak impliqués dans d'autres affaires. Alors là, c'est toute la longue série de procès qui vont jusqu'à Ouvéa, jusqu'à ces dernières années. Mais à l'époque, tout à fait au début, ce qui m'a frappé, c'est la volonté des jeunes kanaks de libérer. Alors c'était quelques jeunes, et en contradiction avec une tradition, en opposition bien souvent avec les anciens, parce que les anciens avaient le sentiment qu'il fallait revendiquer dignité et liberté pour le peuple kanak, mais
ils avaient le souvenir presque physiquement en eux de telles répressions. Enfin, combien de fois ils m'ont raconté les répressions de 1878 et les répressions de 1917 et tous les drames vécus par le peuple kanak. Ils avaient une telle expérience intime de la force de la puissance coloniale qu'ils hésitaient à se lancer dans une lutte de libération. Sachant bien, et nous le connaissons, le rapport de force entre la France, une des puissances militaires les plus fortes de ce monde, et puis un tout petit peuple, parce que c'est un tout petit peuple, le peuple kanak. Alors les vieux sentaient ce rapport de force dangereux pour la vie, pour le sort même du peuple kanak. Et je me souviens de vieux qui disaient aux jeunes, mais ne vous engagez pas trop vite parce que vous allez souffrir. Et on a bien vu que ces souffrances sont devenues réelles. Et je me souviens même de cette tactique amusante des anciens qui, sachant le pouvoir non pas magique mais réel que je possédais, parce que là-bas la parole a infiniment de force, la parole est vie, la parole est puissance, et puisque j'étais l'avocat et que je plaidais pour le peuple kanak, ma parole était acte et ma parole était puissance. Alors les vieux disaient volontiers aux jeunes, je crois que Maître de Félis n'est pas favorable à votre action. Je crois que Maître de Félis même vous interdit de faire cela. Et les jeunes venaient me dire, mais est-ce vrai que vous êtes contre un engagement trop précis dans des actions qui peuvent être dangereuses pour nous? Et c'était amusant parce que je sentais que les vieux utilisaient l'avocat que j'étais pour calmer le jeu, empêcher des actes irresponsables. Tout ça était évidemment une utilisation, malgré moi, de ce que je pouvais représenter, parce que moi j'avais le sentiment, et je crois que l'expérience s'est révélée telle par la suite, j'avais le sentiment que la situation était insupportable pour le peuple kanak. La prise de conscience n'émanait que de quelques-uns, que quelques jeunes, et puis je sentais bien, et ça s'est révélé exact par la suite, que tout le peuple kanak se retrouverait solidaire autour de cela, ne serait-ce que grâce ou à cause de l'imbécilité de la répression, car elle est toujours totale, brutale, imbécile, et finalement la prison est toujours le lieu de prise de conscience, de formation des militants, et le colonisateur, l'oppresseur, ne se rend pas compte qu'en multipliant les gestes et les actes de répression, il forge la conscience politique du peuple qui veut se libérer. Il y a des symboles toujours dans une lutte. Il y a des morts, il y a du sang, il y a des hommes en prison. Et je voudrais rappeler qu'il y a un kanak qui est à Poissy, qui s'appelle Amabili, et qu'il faut y penser et s'occuper de lui. Il y a également un kanak qui vient d'arriver à la prison de la Santé, qui s'appelle Kawa, et qui depuis 5 ans est en prison. Encore une fois, le peuple kanak, c'est un petit peuple extrêmement digne et fort par les valeurs qui sont les siennes, par des valeurs de communauté, par une solidarité qui est chez lui instinctive. Mais lorsqu'on veut le soutenir, il faut le soutenir sans condition et sans lui dicter une conduite. Et en même temps, c'est un peuple qui reçoit avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'affection, un message qu'il croit, qu'il ressent comme juste. Et la tendance du peuple français, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est de faire la leçon, c'est de dire voilà ce qui est bon pour vous, voilà ce que nous vous conseillons de faire. Alors là, j'ai toujours vu les amis kanak accepter ce discours et puis le refuser en même temps en disant mais écoutez, laissez-nous faire notre propre politique, laissez-nous décider par nous-mêmes, ne venez que vous soyez, même si vous êtes bien intentionnés, ne venez pas nous dire ce que nous devons faire. Alors combien d'erreurs là ont été commises, mais c'est le sort de tant de peuples qu'il serait trop long d'insister.
j'ai toujours été frappé par l'impossibilité des Blancs de se dégager du complexe de supériorité, se dégager de l'esprit de suffisance, avoir la modestie de reconnaître à l'autre, fût-il de couleur, une dignité, des vertus, une sagesse, une histoire, finalement des qualités communautaires qui sont tout à fait exceptionnelles. Combien de fois ai-je, en discutant avec les Kanaks, compris que certaines valeurs auxquelles ils croyaient nous étaient absolument nécessaires ici. Tout l'individualisme, tout le côté droit de la personne, par opposition au droit de la collectivité, c'est quelque chose qui a été une force de nos traditions ici, mais on sent bien que chez les Kanaks, il y a des vertus communautaires qui nous sont tout à fait nécessaires. Et le peuple kanak nous a donné toutes ces dernières années l'exemple du courage, de la dignité, de la fermeté. Yéyé, Yéwéné, Jean-Marie Tjibaou, ses amis que nous avions constamment en face de nous, qui nous disaient « mais faites en sorte que le peuple français soit fidèle à lui-même, faites en sorte qu'il réponde à notre appel ». Et souvent, Jean-Marie Tjibaou nous rappelait que nos mots ne suffisaient pas, que la mobilisation était nécessaire. Et chaque fois, nous voyions revenir devant le peuple kanak les mêmes dangers, les mêmes répressions, les mêmes forces de police, les mêmes forces armées. Et chaque fois, le peuple kanak faisait appel à nous pour nous dire « alertez l'opinion publique internationale ». Je me souviens de la solitude de ces premiers militants et un peu de leur prédication dans le désert, parce qu'ils étaient, c'est peut-être ça qui peut être intéressant, ils étaient un peu les enfants de 68. Je me souviens du premier tract en 69 reprenait un certain nombre de slogans qui avaient été ceux de mai 68, reprenait certaines phrases de Jean-Paul Sartre sur la nécessité de la révolte devant l'injustice. Et si bien qu'à 20 000 km, on voyait tout à coup apparaître un certain message libérateur d'une France qui avait été elle-même secouée par des événements importants. Et peu à peu, j'ai senti le peuple kanak prendre conscience de la nécessité. Je me souviens même d'hommes comme Jean-Marie Tjibaou qui était réticent au début, qui sentait bien que le rapport de force ne serait pas favorable et qui se disait il serait peut-être plus sage d'avancer pas à pas. Et je me souviens peu à peu de la montée de ces forces, alors de leur division aussi, parce que ces militants kanaks se sont divisés sur eux-mêmes, mais le peuple kanak dans son ensemble et qui s'est réuni autour du FLNKS ces dernières années a grandi. Et je me souviens de la solitude des premiers temps, je me souviens des premiers journaux, le Réveil kanak, les premiers journaux qui étaient rédigés là-bas, qui étaient rédigés ici aussi, dans la communauté des étudiants venus faire leurs études en métropole. Et je me souviens de tous ces efforts des uns et des autres, des églises également, l'église protestante prenant position en 1979. C'est donc une tradition familiale aussi de défendre les opprimés? Oui, peut-être. Je crois que j'appartiens à une famille qui a toujours
ressenti comme insupportable l'oppression, l'injustice. Mes ancêtres étaient des pasteurs protestants qui ont vécu, qui vivaient, qui faisaient vivre encore dans la famille, non pas du tout l'esprit des dragonnades, mais l'esprit de la fierté que devait représenter, que devait avoir une minorité, de rester avec ses valeurs, fidèle à un message qui n'était pas le message de la majorité, donc une sensibilité très grande effectivement à ce que peut ressentir un homme seul devant la bêtise, l'inhumanité, la dureté d'un État. Apartheid, colonie, ça suffit pas comme si. Bon, je viendrai vous chanter quelques chansons tout à l'heure. Aux victimes d'Ouvéa, aux citoyens qui assassinés à Ouvéa, à Jean-Marie Tinaou, Guillaume, et à Ivoire Choro. C'est bien poursuite. Géographie, où est la Tchatchi? Combien de filles pour soldats, pour finir pour les rats, pour fonder les rois. Combien de présidents, les colons, sacrons, se partagent la paix, et combien de misère pour le peuple kanak. Combien de coups j'en sais bien, jeunes parents de chacun, c'est pas C'est surtout actuellement au peuple français à comprendre que le peuple kanak ne souhaite pas la rupture avec la France, mais souhaite être reconnu dans ses droits. C'est tout à fait simple. Le peuple kanak a été exploité, il devrait ne plus l'être, il fait des efforts pour se libérer de tout lien. Évidemment, la décolonisation n'est jamais une chose facile. L'indépendance n'est pas la solution de tous les problèmes. Il y a de fausses indépendances, il y a des interdépendances nécessaires. Ce que j'ai rencontré, moi, chez les Kanaks, c'est une grande reconnaissance d'un certain message que le peuple français a prétendu donner au monde, c'est-à-dire le message des droits de l'homme, le message du respect des minorités, du respect nécessaire
d'un groupe humain, quel qu'il soit. Alors bien sûr, on ne peut pas refaire toute l'histoire du monde, mais j'ai souvent vu, et je crois qu'on a protégé cette amitié entre le peuple kanak et le peuple français grâce à ça, j'ai souvent vu des militants kanaks s'arrêter à des actes, ils avaient décidé des actes très durs, et ils s'arrêtaient avec cette idée que il y avait parmi les Français des amis, et que ces amis resteraient toujours porteurs d'un certain message qu'ils considéraient comme universel, donc qui était un peu pour eux des valeurs. Je me souviens de Yewene Yewene, de Jean-Marie Tjibaou et de Nidosh Nesline et de beaucoup d'autres amis kanaks, reprenant dans nos déclarations des droits ce qui était pour eux vérité absolue, et nous disant mais appliquez cela, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est d'appliquer vos propres principes. Et à partir de là, je crois que l'amitié entre ces deux peuples est tout à fait naturelle et instinctive. Il y a maintenant dans le peuple français une très grande compréhension pour le peuple kanak. Et peut-être ce que le peuple français a vu à travers les images les plus redoutables, c'est-à-dire, je me souviens de messages de Jean-Marie Tjibaou, je me souviens de messages de responsables kanaks, la force de conviction, la sagesse, le sérieux. Je me souviens aussi de la manifestation non violente en août 87, je crois, sur la place des Cocotiers, ces militants non violents kanaks frappés à coups de matraque par les CRS, et ça devant le monde entier. 1987, la répression s'abat sur les Kanaks. Ces images, reprises par toutes les chaînes de télévision, vont provoquer un profond malaise au sein de la classe politique française. Et à ce moment-là, le monde entier, l'opinion publique française, voyant que ce combat non violent des Kanaks était juste, et finalement reconnaissant avec les Kanaks que la lutte pour l'indépendance était nécessaire. Pour moi, c'est évident que le peuple français se trahirait s'il ne reconnaissait pas au peuple kanak son droit absolu à l'indépendance. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que dans les générations qui montent et qui sont des générations de Kanaks et de jeunes Européens, il y ait de plus en plus de compréhension sur la nécessité d'une réelle vie démocratique dans cette partie du monde qui est une partie riche, finalement pleine de ressources et assez peu peuplée, finalement un îlot de prospérité dans un monde qui bien souvent meurt de faim et dans des drames de la misère ou dans l'impossibilité de survie. Alors c'est un pays qui a beaucoup de possibilités, c'est un pays dont les populations peuvent se rejoindre dans un même souci, qui est de faire valoir ce magnifique pays. Comme j'ai défendu beaucoup de militants qui sont devenus responsables d'État, ou président de la République ou ministre, j'ai toujours été attentif à tenir un discours cohérent après leur prise de pouvoir et cohérent avec ce qu'avait été mon discours
lorsqu'ils étaient en prison. Et j'ai beaucoup parlé de ces problèmes avec les responsables kanaks, puisqu'ils luttaient pour leur indépendance. Je leur disais, oui, mais quelle indépendance demain, et que ferez-vous de vos opposants? Et soyez persuadés que je serai attentif, lorsque vous serez responsable de l'État, à la façon dont vous traitez vos opposants, parce que c'est précisément là que l'on peut se rendre compte du niveau des libertés dans un pays. Et je me souviens de discussions très passionnées avec les responsables kanaks sur les lendemains de l'indépendance et les droits de la défense qui seraient accordés aux opposants, tous les problèmes de la prison. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'idéalisme qui se manifeste lorsqu'on est dans une lutte difficile, et je me souviens de ces militants algériens, de Ben Bella lui-même et de beaucoup de responsables du FLN me disant demain on rasera les prisons, on en fera des squares, chacun pourra s'exprimer librement, et on sait bien que l'histoire n'a pas vérifié ces affirmations péremptoires, mais si vous voulez, comme avocat, j'avais cette possibilité, ayant défendu des militants emprisonnés, et souvent victimes de torture ou victimes de sévices et victimes de mépris, ayant acquis leur confiance, je pouvais peut-être être un des seuls à tenir ce discours sur la dignité et sur le respect du prisonnier lorsqu'ils étaient devenus chefs d'État ou ministres. Combien de fois suis-je allé en Algérie pour défendre des opposants qui étaient entre les mains de mes anciens clients et qui étaient eux-mêmes victimes de sévices ou de torture, et le langage de mes anciens clients était volontiers on vous aime bien de Félix, mais repartez chez vous, et il y a tant de choses à faire dans votre propre pays pour défendre les droits de l'homme, laissez-nous faire le socialisme que nous voulons ici. Et je leur disais, oui, mais vous-même, vous vous mettez en danger, et je me souviens de la chute de Ben Bella quelques années après, vous vous mettez en danger si vous ne respectez pas les droits élémentaires de la personne. Alors avec les amis kanaks, il y avait comme une connivence instinctive sur ces problèmes, parce que eux, instinctivement, n'aiment pas la violence, n'aiment pas l'exercice, ont trop le respect de la vie pour s'engager dans des actes qui violeraient la dignité, la vie des autres. Mais ils ont été dans des situations tellement difficiles, tellement désespérées quelquefois, qu'on sentait bien, non pas un découragement, mais une colère. Et la colère des pacifiques est quelque chose qui est bien connu aussi. L'homme peut se mettre en colère, et il faut essayer de comprendre pourquoi. Pour moi, il y a un mot qui n'est ridicule en aucune langue, c'est le mot dignité. Et ce mot dignité, le peuple kanak l'a exprimé, l'a vécu, le vit au milieu de mille douleurs, mais il représente pour moi le symbole assez pur de ce qu'on peut faire quand on lutte pour la dignité.